Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous parlons dans ce journal de l'ouverture ce matin de la deuxième session ordinaire du Conseil économique et social. Première session sous l'ère du président Paul Biya Oguemba. Cérémonie solennelle rehaussée par la présence du Premier ministre chef du gouvernement Raymond Dansima. Et puis 18e édition du championnat d'Afrique des nations de handball masculin au Palais des Sports de Treichville à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le rêve des Panteros juniors, obtenir le titre de champion d'Afrique et la qualification au championnat du monde de handball. Merci de nous rejoindre sur Gabon Télévision. Il est 20h en Paga. C'est dans le Goué maritime. D'abord, cette audience que le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a accordée ce matin au palais présidentiel au président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Kibafouri, seront en fin de séjour officiel dans notre pays. Le compte rendu de Lambert Lazo Abourneur de la presse présidentielle. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est accompagné de son homologue gabonais Guy Nzumba Dama. Guillaume Soro Kibafouri achève une visite de 48 heures dans notre capitale. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne a honoré de sa présence l'ouverture officielle de la deuxième session de l'Assemblée nationale gabonaise au palais de la présidence de la République. Le président Guillaume Soro Kibafouri a discuté coopération avec le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Occasion pour le numéro 1 du Parlement ivoirien d'entretenir le président de la République de la situation qui prévaut au pays d'Alassane Dramane Ouattara. Le Gabon a toujours pris une part active au processus de paix en Côte d'Ivoire. J'ai profité pour faire le point de la marche du pays au président de la République et bénéficier bien entendu de ses conseils, de son point de vue sur l'évolution de la paix et la réconciliation dans mon pays. La Côte d'Ivoire se porte de mieux en mieux. La paix fait son chemin dans mon pays. Ceci ne va pas sans quelques soubresauts que nous avons constatés il y a quelques semaines. Comme vous le savez, il y a eu quelques attaques de perturbateurs qui ont pour objectif de recréer une psychose en Côte d'Ivoire. Mais je crois que le gouvernement ivoirien a bien réagi en prenant les mesures appropriées pour apporter la paix et la sécurité aux Ivoiriens. C'est la démocratie en Afrique qui est interpellée. Cette démocratie mise à mal par des empêcheurs de tourner en rond. Guillaume Soro se félicite de l'action démocratique gabonaise. C'est fort à propos qu'il souhaite une diplomatie parlementaire plus accrue entre Libreville et Abidjan. La démocratie doit s'imposer dans nos États et que la bonne gouvernance aussi doit être un acquis. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont encore lentes à comprendre que les temps ont changé dans nos États et que l'Afrique désormais doit inexorablement aller au développement. Donc certains ont encore quelques illusions, mais je pense qu'il faut le temps de la patience. Donc je pense qu'il faut laisser aux autorités le temps de travailler. Il faut bien comprendre qu'une élection, ce n'est pas une guerre. Une élection, c'est une compétition sportive, je l'ai dit hier, et qu'il faut laisser le temps à celui qui a gagné de savourer sa victoire, mais aussi d'offrir le meilleur à son peuple. Guillaume Soro Kibafouri quitte Libreville satisfait. Satisfait d'avoir donné le coup d'envoi d'une coopération parlementaire pleine d'avenir. Invité par le président de l'Assemblée nationale du Gabon, Guillaume Kibafouri Soro de la Côte d'Ivoire s'est entretenu avec son homologue ce jour au palais Léomba. Le renforcement de la coopération parlementaire a été évoqué au cours de cet entretien. Le compte rendu de Nicolas Moussard, Tim Boulende.
L'accolade échangée entre les présidents des assemblées nationales de Côte d'Ivoire et du Gabon est la traduction de la similitude de vue entre Guillaume Soro et Guinzouba Ndama, résolus à renforcer la coopération entre les deux parlements. L'entretien au cabinet de travail du président de l'Assemblée nationale gabonaise a permis aux deux personnalités d'évoquer les questions d'intérêt commun et surtout au président Guillaume Soro d'apprécier les conseils du président Nzouba Ndama qu'il considère comme un sage et un aîné. Une fraternité faite de signes et de symboles que le président Soro a consigné pour l'histoire dans le livre d'or de l'Assemblée nationale gabonaise. Après quoi, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne a eu droit à une brève visite guidée du cadre de travail des députés gabonais. Invité du président de l'Assemblée nationale gabonaise, M. Guinzouba Ndama, dans le cadre de la cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire, M. Guillaume Soro a quitté le palais Léomba et son hôte avec l'espoir d'avoir contribué positivement au raffermissement des liens entre Abidjan et Libreville. Par ailleurs, au palais Omar Bongo Ondimba du Sénat, le président de cette institution, Rose Francine Rogombe, a conféré avec le premier vice-président du bureau du Parlement panafricain les questions de coopération parlementaire, le soutien du Parlement gabonais lors de l'élection du bureau du Parlement panafricain ont figuré en bonne place au cours de cet échange. Guy Roger Lindira, texte Agui Kassam. C'est une rencontre d'échange et de remerciements que vient d'avoir le premier vice-président du bureau du Parlement panafricain, qui était porteur d'un message du très honorable président de l'Assemblée nationale du Cameroun au président du Sénat gabonais, Mme Rose Francine Rogombe. Un message de remerciement aux autorités du Sénat du Gabon suite à l'apport et au soutien de notre pays par rapport à l'élection du candidat de la sous-région d'Afrique centrale au bureau du Parlement panafricain. Nous avons donc fait le tour de région des questions d'actualité. Nous avons parlé longuement du Parlement panafricain qui peine à être transformé en un organe législatif. Et nous sommes venus informer Madame la Présidente des enjeux de cette affaire et puis également des obstacles que nous rencontrons. Une rencontre qui a permis également aux deux autorités d'échanger sur les questions essentielles, questions ayant trait au fonctionnement du Parlement panafricain et au renforcement des relations de coopération entre les différents parlements d'Afrique. Notre mission est une mission assez délicate. La première mission est de faire connaître même ce Parlement aux peuples africains. C'est le Parlement des peuples africains, mais qui n'est pas connu. Donc, première mission, il faut vulgariser le Parlement panafricain. Deuxième mission, il faut renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les parlements nationaux et les forums parlementaires régionaux, pour qu'il y ait une synergie d'action dans les actes que les uns et les autres sont en train de prendre. Également, le Parlement panafricain devait être à terme, et c'est notre souhait à tous, doté des pouvoirs législatifs qui lui permettront de voter des lois qui intéresseraient tout le continent africain. Mme Rose Francine Rogombe félicitera le représentant de l'Afrique centrale au bureau du Parlement panafricain pour sa brillante élection et promettra de travailler en harmonie avec cette structure continentale pour le bien fondé des populations africaines. Plusieurs parlementaires gabonais, dont les sénateurs René Randé-Mbino Konike et Henriette Massounga-Nounou, ont été élus au sein des instances du Parlement panafricain lors de la dernière élection. Plusieurs parlementaires gabonais, dont les sénateurs René Randé-Mbino Konike et Henriette Massounga-Nounou, ont été élus au sein des instances du Parlement panafricain lors de la dernière élection. L'ambassadeur du Cameroun au Gabon accompagnait le premier vice-président du bureau du Parlement panafricain. L'actualité, c'est aussi l'ouverture ce matin de la deuxième session ordinaire du Conseil économique et social devant un parterre d'invités, travaux dirigés par le président de cette institution, Paul Biya-Oguemba, qui entend rendre le Conseil économique et social incontournable dans la prise des décisions en faveur du plus grand nombre. Frédéric Alogo et c'est ça, Eric Moukoko.
Pour cette année 2012, c'est la première et l'unique session ordinaire. La 12e mandature du Conseil économique et social pour la période 2012-2017 n'a pu commencer plus tôt. Elle ne commence que maintenant pour s'achever théoriquement en septembre 2017. Une 12e mandature qui doit, selon le président, constituer un envol du Conseil économique et social, la plus ancienne institution du pays, créée il y a 53 ans. Je vous exhorte donc, mesdames et messieurs les conseillers de cette nouvelle mandature, et plus largement, tous ceux qui y trouvent un intérêt, pouvoir public, gouvernement, parlement et autres institutions, à rendre le Conseil économique et social non pas une institution indispensable, non pas une institution incontournable, ni même essentielle, mais simplement une institution utile, une utilité avérée, incontestable et incontestée. Comment faire pour y parvenir? Eh bien, simplement, en mon sens. D'abord, en essayant d'exercer de manière efficace et pragmatique les prérogatives que les articles 103, 104, 105 et 106 de la Constitution confèrent au Conseil, mais aussi et en particulier. Faire du Conseil un lieu exceptionnel de dialogue entre toutes les forces vives de la nation gabonaise. Dans cette perspective, le Conseil doit désormais et progressivement devenir une tribune de premier choix de débats participatifs, d'études et de conseils pour faire en sorte que l'État bâtisse ses orientations, ses décisions et la mise en œuvre de celles-ci sur une connaissance approfondie et avérée des attentes des citoyens. Les travaux ont débuté cet après-midi avec une réunion du nouveau bureau assortie d'une plénière qui a regroupé l'ensemble des 99 conseillers économiques et sociaux. Cette 12e session ordinaire s'étendra jusqu'au 20 du mois en cours. Nous allons revenir sur cette actualité au cours de nos prochaines éditions d'information. Le temps pour nous de recevoir sur ce plateau Monsieur Mick Boubeba Londo. Bonsoir. Alors, vous êtes rapporteur général de la Commission électorale nationale autonome et permanente. Vous êtes ici pour une communication. Nous vous écoutons. Merci. Communication de la Commission électorale nationale autonome et permanente, CENAP. Dans le cadre de l'organisation de l'élection partielle du député du 2e siège du département du commun mandat et de celle des membres du conseil municipal de la commune d'Omboué, le président de la Commission électorale nationale autonome et permanente informe les personnes désignées pour composer les bureaux des commissions électorales locales concernées que la Cour constitutionnelle recevra leur serment le vendredi 7 septembre 2012 à partir de 10 h au siège provisoire de la haute juridiction, si à la Sablière. Auparavant, les 10 membres doivent prendre part au séminaire de formation organisé à leur intention le jeudi 6 septembre 2012 à partir de 9 h 30 à la villa numéro 38 de la Cité de la Démocratie. Il s'agit de Province de l'Estuaire, Commission électorale du district d'Ikoitini-Bikele, de la commune d'Ovendo et du département du Cap-Estérias. Président, M. Fiacre Béranger Ntumbiri. Vice-président majorité, M. Amédée Ngema Etougué. Vice-président opposition, Mme Bertie Nzagou Ndembi. Rapporteur général, M. Abraham Otunga. Province de l'Ogooué-Maritime, Commission communale électorale d'Omboué. Président, Mme Manuela Ngema. Vice-président majorité, M. Jean-Christophe Nkoma. Vice-président opposition, M. Christian Roger Yeno Mingere. Rapporteur général, M. Jean-Pierre Mahomet Nyang. Fête à Libreville le
septembre 2012 par le président René Aboguela. Je vous remercie. Merci, monsieur, d'être passé nous voir. Dans le reste de l'actualité, à quelques semaines de la rentrée des classes, le ministre de l'Éducation nationale, Séraphin Mundunga, sur le terrain des actes à Port-Gentil, chef-lieu de la province de l'Ogooué-Maritime, il a été lancé les travaux du séminaire multidimensionnel et d'échange après Libreville, Léa Bifan, Félix Moudi-Bangoui. C'est pour s'enquérir du bon déroulement de la 3e édition du séminaire multidimensionnel que Séraphin Mundunga, ministre de l'Éducation nationale, et son ministre délégué Paulette Mungengi se sont rendus à Port-Gentil. Autour d'un panel d'experts et d'enseignants, les acteurs de l'éducation gabonaise interrogent leur mémoire afin de rendre notre système éducatif performant et crédible. Vous avez le mérite d'avoir relancé ce vaste chantier en mettant un accent prononcé sur la notion de renforcement des capacités, qui n'était plus qu'un vague souvenir pour le monde enseignant. L'éducation et la formation étant au cœur du développement, le gouvernement s'attelle à répondre à cette exigence avec la professionnalisation des enseignements. L'école constitue le lieu par excellence d'ascension sociale. Et les enseignants et les enseignants que vous êtes, c'est des ascenseurs sociaux. Et un ascenseur ne peut pas élever les autres si lui-même ne s'élève pas. Pour partir du rez-de-chaussée vers le troisième étage, il faudrait que l'ascenseur monte. Et pour que l'ascenseur monte, il faut que l'ascenseur soit suffisamment huilé. Et c'est pour cela qu'il a été institué par le gouvernement sur l'institution du chef de l'État des séminaires de formation permettant aux enseignants chaque jour de réaliser de nouveaux progrès dans le cadre de la science. Non pas seulement dans le cadre de la science, mais d'abord une formation transversale leur permettant d'être capable de s'adapter à cette situation. L'évaluation des acquis a conduit le ministre de l'Éducation nationale et sa suite dans les établissements en chantier. Les travaux marquent le pas à certains endroits. D'autres écoles sont laissées pour compte et espèrent obtenir un potentiel entrepreneur pour se refaire une vie. Le site devant abriter le futur stade olympique a reçu en dernier lieu la visite du ministre Séraphin Mundunga. Le séminaire sur l'élaboration des comptes nationaux de la santé vient de tenir ses assises à l'Université des sciences de la santé de Vendo. Celui-ci constitue la phase active de formation des enquêteurs après évidemment le lancement officiel du processus le 10 août dernier par le ministre de la Santé, le professeur Léon Zouba, Ahmed Mouyaka, Richard Moubiwa. Près de 60 participants, médecins de santé, gestionnaires de finances, prestataires de santé, représentants des ONG et bien d'autres prennent part à ce séminaire de formation sur l'élaboration des comptes nationaux de la santé. C'est l'ensemble des parties prenantes qui sont engagées dans la gestion de la santé au quotidien, qui sont appelées à contribution afin de pouvoir recueillir les données nécessaires pour pouvoir évaluer la dépense effective sur la santé pour les années 2010 et 2011. C'est un outil de pilotage, un outil d'aide à la décision. Les politiques, donc le ministre de la Santé, a besoin des données factuelles, des bases factuelles pour orienter la politique de santé dans notre pays. Et on a besoin de voir de manière globale comment la santé est financée dans notre pays. Ça veut dire qu'en dehors du budget de l'État, qui n'est pas toujours dépensé à 100%, on a aussi d'autres apports financiers qui viennent des ménages, qui viennent des ONG, qui viennent des partenaires, des dons, ou qui viennent des assurances. Il s'agit de faire la lumière sur ce flux financier pour voir de manière précise combien de sous sont injectés dans le système de santé et à quoi ce sous a été
à servir. Quelles sont les prestations qui ont été donc vraiment financées par ces sous? En outre, la présente formation consiste à montrer aux futurs enquêteurs comment faut-il administrer les questionnaires aux différentes composantes de santé. Il faut des enquêteurs pour être capables de collecter les données dans les différentes structures sanitaires pour l'élaboration des comptes nationaux de la santé, être capable de leur montrer comment administrer un questionnaire, comment être capable d'extraire des données financières en rapport avec les différentes composantes du système de santé dans une structure. Première expérience du genre au Gabon, ici le but visé est d'aider la prise de décision pour une meilleure utilisation des ressources. Merci Ahmed pour toutes ces précisions. Venons-en à ce phénomène qu'on observe depuis quelque temps à Libreville, la capitale gabonaise, et même dans tout le Gabon, la présence quasi permanente des hérons garde-bœufs, quand on sait que leur apparition était jadis saisonnière. Alors pourquoi ces oiseaux ne sont plus fidèles à leurs habitudes migratoires? Est-ce un indicateur du changement climatique? Et des éléments de réponse dans ce sujet traité par Eric Nziengi. La migration des oiseaux a toujours interpellé les hommes, qui se sont longtemps étonnés qu'à certaines périodes de l'année correspondaient des disparitions ou des arrivées d'espèces non visibles le reste du temps. Le cas du héron garde-bœuf, qui niche désormais au Gabon de façon permanente, suscite la curiosité des populations. Quand j'étais petit, on les appelait ononomimfuma, c'est-à-dire les oiseaux qui apparaissent qu'à la période de Noël. Et nous-mêmes, on reconnaissait l'année à partir de cet oiseau-là. Que Noël approche, on s'approchait de nos parents pour nous payer les habits et autres à prêter Noël. Mais depuis un certain temps, ces oiseaux, moi chez moi là, ces oiseaux-là viennent même arracher de la nourriture à ma femme quand elle est en train de s'apprêter à préparer. Du fait que jadis, ces oiseaux étaient migrateurs, saisonniers, doit impliquer le critère climatique dans leur présence. Mais bon, le paradoxe aujourd'hui, c'est qu'ils y sont en permanence. Allez-y voir la décharge de Mindoubé, mais vous pouvez en attraper même. Le constat, c'est que c'était des oiseaux dont les présences étaient saisonnières, c'est-à-dire à la période de Noël. Après les vacances, avant les vacances de Noël, vers fin décembre, c'est là où on observait ces oiseaux dans nos sociétés, dans nos villages. Et c'était vraiment une curiosité pour les enfants. On les admirait avec leur blancheur et tout. Mais aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi ils deviennent très permanents dans nos quartiers, dans nos villages, où les temps ont changé, où c'est le climat, je ne sais pas. Les spécialistes estiment que le réchauffement climatique a de multiples impacts sur certains oiseaux migrateurs qui changent complètement leurs habitudes, notamment leur cycle migratoire, leur aire de répartition, leur habitat. Les hérons garde-bœufs sont devenus des réfugiés climatiques. Ce n'est pas exclu que là où les hérons garde-bœufs vivaient, avec le changement climatique, ils peuvent partir de là-bas et venir ici. Mais avant, ils venaient et ils repartaient. La cause qui fait en sorte qu'ils restent là en permanence, c'est d'abord la nourriture et puis ça peut être dû au changement climatique. La perturbation de l'intégrité des écosystèmes due aux changements environnementaux force déjà les hérons garde-bœufs à se sédentariser. Selon les scientifiques, la modification du climat a déjà impacté de façon importante la phénologie et la répartition de presque 500 espèces d'oiseaux. Eric Nziengi Badiga, que nous allons retrouver au cours de nos prochaines éditions d'information, infrastructure routière, le cas de l'axe Sam-Mindik en cours de réhabilitation. Au constat, les travaux avancent très bien et les délais de livraison seront respectés. Le sujet est commenté par nos confrères de Télé Africa. Le tronçon a été des années durant interdit à la circulation automobile car de route entre Sam et Mindik, il n'y en avait en réalité que de nom. Confiés depuis mars dernier à la société Sindou, les travaux d'aménagement de ce linéaire long de 54 km sont à 72% d'exécution. À pied d'œuvre, engins et agents de l'entreprise adjudicataire attaquent maintenant l'ensoleillement mécanisé, le traitement des points difficiles et le rechargement en latérite des 15 derniers kilomètres. Nous avons réalisé 39 km sur 54. Les quantités inscrites dans le marché étaient de 340 000 m²
Et quand vous prenez 54 km par 5 mètres de part et d'autre, ça donne mathématiquement 540 000 km. Ça, c'est du point de vue ensoleillement mécanisé. Nous sommes au PK30. Nous avons réalisé 30 km de rechargement. Les bourbiers, nous les avons traités à 66%. Le traitement des ravines profondes, aussi bien transversales que longitudinales, là, nous sommes à 100%. Le chantier accuse néanmoins un retard lié aux difficultés de plusieurs ordres. Nous avons rencontré d'énormes difficultés par rapport à l'acheminement du matériel dû à la traversée de Kango. Il fallait une semaine pour qu'un porte-char fasse une rotation, prendre une machine de Libreville, amener sur Minzik et retourner. Le deuxième aléa, c'est la pluviométrie. Le Wallentem, ici, on a rencontré une pluviométrie assez particulière cette année. Jusqu'au 20 juin, on avait de la pluie ici. Le troisième facteur, ça c'est du point de vue de la technique, c'est au niveau du calibrage de la chaussée. On a trouvé un tronçon assez particulier, assez fermé, assez difficile. Qu'à cela ne tienne, la remise en état de cette route non revêtue est effective, notent les Minzikois et Samois, lesquels tirent d'ailleurs leur chapeau au chef de l'exécutif, n'en déplaise à ses détracteurs et autres vendeurs d'illusions. Suivez leur regard. Avant, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de voitures, on n'avait pas de voitures ici, donc c'est bien. Quand il n'y avait pas la route, mais on souffrait. Nous sommes d'accord avec le gouvernement. Je remercie le président de la République et ses ministres qui ont bien voulu, qui ont pensé à nous. Sans route, nous ne devenons pas des hommes. Retenue sur la base de la qualité de ses prestations, la société Sindou est l'une des rares PME gabonaises dont la ressource humaine justifie d'une expérience et expertise certaine dans le BTP. Non à l'incitation à la haine, non à la conférence nationale BIS. Vous l'avez compris, ce message résume bien le meeting qui a été tenu récemment par l'association BDR. Bongo doit rester le week-end dernier dans la capitale économique du Gabon. Nous retrouvons nos confrères de Télé Africa. La population de Port-Gentil, dans sa diversité, estime inopportune la tenue d'une conférence nationale souveraine. Touche pas à mon président. Le slogan du BDR, choisi pour la circonstance, justifie de fort belle manière son message en direction de ceux que l'association considère comme étant des instigateurs à la haine. On dit stop, ne touche pas à mon président. Ça, qu'il le sache. Nous ne sommes pas ici pour créer la division. Nous, à Port-Gentil, que nous soyons femmes, miennes, que nous soyons pour nous, Vili, tout ce qu'on peut être. Quand on se décide de quelque chose, on est tous unanimes. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent toucher au président, qu'ils sachent que le poumon économique de notre pays, c'est Port-Gentil, ben, nous soutiendrons Ali jusqu'au dernier souffle avec notre dernière énergie. Le message est suffisamment clair. Aucun de ceux qui soutiennent l'idée de la conférence nationale souveraine ne serait la bienvenue à Port-Gentil, a précisé l'orateur, qui du reste s'est dit outré face à la cécité intellectuelle de nombreux Gabonais qui refusent de reconnaître et d'accepter que le pays est irréversiblement engagé dans la voie de l'émergence depuis 3 ans. Sans faire insulte à qui que ce soit, je voudrais dire que le mérite d'un homme de pouvoir se résume à ses œuvres et les œuvres d'Ali parlent d'elles-mêmes. C'est pourquoi je pense en toute sincérité que l'appel à la conférence nationale PIS n'est qu'une flatterie. D'ailleurs, ne dit-on pas que tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute? Aucun Gabonais ne doit s'ériger au-dessus de la loi, et cela quelle que soit sa sensibilité politique, son statut social et son appartenance ethnique. Si tant est que certains Gabonais seraient tentés de le penser. L'avenir de nos enfants dépend de nous. Et nous ne pouvons pas nous hasarder à vous encourager à faire n'importe quoi, arriver au désordre, cultiver la haine. Nous avons un héritage important que nous devons conserver. La paix et l'unité nationale héritée des pères de la nation gabonaise devraient être préservées. Voilà ce sur quoi tous devraient être focalisés, a conclu le notable. À la suite du meeting, les participants ont battu le bitume dans les rues de la capitale économique.
Nous revenons sur ce meeting qui a été organisé par les participants et les membres du BDR qui réitèrent et signent qu'ils ne veulent pas de la conférence nationale bis. Reportage. À l'exception de la situation de précarité dans laquelle se trouvent les 720 déflatés de la société CFG, les notables de la capitale économique du Gabon considèrent qu'il n'y a pas péril dans la demeure. C'est une occasion de vouloir semer la zizanie entre les Gabonais et les Gabonaises. Et nous ne pouvons pas nous permettre des troubles à un moment où nous faisons des efforts pour faire sortir notre pays de l'eau, comme a dit Ali Bongo Ondimba en prenant le pouvoir. Émerger, c'est sortir de l'eau. Donc, nous n'étions pas tellement profonds. Les actes posés par le président de la République après son accession à la magistrature suprême auraient suscité l'adhésion du plus grand nombre, ce qui, de l'avis du notable, n'est pas à l'avantage de l'opposition instigatrice du désordre. D'autant plus que ces idées-là ont été conçues à l'extérieur du Gabon. Et nous pensons que les problèmes du Gabon doivent se régler au Gabon par les Gabonais. Pour sa part, l'imam de la commune de Port-Gentil a appelé tous les Gabonais à l'amour du prochain et de sa patrie. Nous demandons de nous maintenir dans la paix, la stabilité et l'unité nationale. Profitant de cette rencontre, la responsable communale de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais a appelé les jeunes à être responsables en refusant de se laisser divertir. Nous devons goûter loin de nous toutes ces personnes-là qui appellent à la division. Nous avons désormais un nouveau président depuis 2009. Nous ne voyons pas pourquoi aujourd'hui nous allons le changer. Pour Ingrid Leyoubou, l'occasion était tout indiquée pour dire que les enfants des instigateurs de la violence sont rarement dans la rue lorsque leur papa pousse ceux des autres à commettre l'irréparable. Province du Moyen-Ogooué, nous parlons de cet acte de haute portée sociale du député du 2e siège de la Banga-Bigné, Paul Ndongema, qui a offert une école aux enfants de sa circonscription politique sur les lieux. Yves Oyono. De Bifoun à Banga 2, le chemin est long. Et la traversée en pirogue s'impose à l'honorable Ndongema et sa délégation. L'élu du 2e siège de la Banga-Bigne va à la rencontre des populations d'Abanga 2. Il est question d'une mission de haute importance. Le sénateur Mangwala, le président du conseil départemental Ngonémile et le fédéral Ngamandon Christophe sont venus prendre part à ce rendez-vous d'échange sur le développement d'Abanga 2. C'est vraiment une occasion qui m'a été donnée de rencontrer, comme je le fais d'habitude, les populations de mon siège. Et cette fois-ci, c'était la localité d'Abanga 2, qui est quand même assez enclavé, assez difficile. Mais comme je ne dois oublier aucune partie de mon siège, je suis donc venu véhiculer le même message que j'ai véhiculé ailleurs. Soucieux du devenir des enfants d'Abanga 2, l'honorable Paul Ndongema est venu mettre à la disposition des populations une école composée de 3 salles de classe avec des tables bancs. L'honneur m'a été fait de réceptionner cet outil de travail, de formation. J'en suis vraiment ravi. Le conseil fera tout pour que cet outil d'éducation soit bien perçu et soit bien gardé. L'année scolaire qui pointe à l'horizon s'annonce mieux pour la jeunesse scolarisée d'Abanga 2. Il faut qu'on gère ça jalousement. Il a expliqué aux populations qu'un seul doigt ne peut pas laver la figure, qu'en politique, le jeu n'a pas de sens, que c'est le nous qui a un sens. Donc le nous, c'est ce qui nous amène à être ici ensemble. Cette école est un vrai soulagement pour ces parents d'élèves qui ont loué le geste de leur élu. Le député du district de Bifoun-Abanga a demandé aux siens d'entretenir et de faire un bon usage de cet outil pédagogique qui va accompagner les générations.
Le directeur général de l'enseignement supérieur invite les responsables d'établissements privés d'enseignement supérieur en République gabonaise à la réunion académique qu'il préside ce mercredi 5 septembre 2012 à 14h en la salle de réunion de l'ancien ministère de l'enseignement supérieur, sise au premier étage de l'immeuble interministériel situé derrière la mosquée Hassan II. Et puis, suite au décès de leur regretté frère, l'honorable Dr André Christ Ngimbi, les honorables députés Santurel Ngoma Mandungu et Alain Simplice Bungores convient tous les cadres du département de Logoulo Mimongo à une concertation ce mercredi 5 septembre 2012 au 5e étage de l'immeuble à Rambo à partir de 16h30. La présence de tous est vivement souhaitée. Le concours de Scrabble Vincent Le Paul Nyonda, première édition, vient de se tenir à Fougamou dans le département de Tsamba Magoti. Plusieurs jeunes scolarisés de la contrée y ont participé. Cédric Mouelé Malonga et Félix Moudi Bangoï étaient de la partie. Les vacances qui s'achèvent pour la jeunesse de Fougamou ont été toutes particulières avec l'organisation de ce concours de Scrabble du nom d'un homme qui a marqué la vie politique et culturelle du Gabon, Vincent de Paul Nyonda. Une occasion pour ces nombreux jeunes qui reprendront très prochainement le chemin des salles de classe de s'épanouir certes, mais également de jauger leurs facultés créatrices dans le volet littéraire. En ma qualité de parrain de cette première édition, mon plus grand souhait est de voir le jeu concours de scrabblethéâtralité.com s'étendre au-delà du département de Sama Magoti. Et mon rêve est de voir Fougamou devenir la capitale de chaque été du jeu concours national de Scrabble. L'événement qui était à sa première édition a donc permis aux différents candidats d'apprendre davantage pour certains et pour d'autres de maîtriser facilement l'écriture française. La cérémonie de remise de prix au meilleur a eu pour cadre le cybercafé www.théâtralité.com de Tsamba Magoti qui a 1 an aujourd'hui. Et puis remis au goût du jour cette année après près de 3 ans d'éclipse, les Jeux Olupi organisés à Okonja dans le département de la CB Bricolo viennent de connaître leur épilogue avec la finale du tournoi de football remporté par l'équipe de CB Louri en présence du ministre de l'économie Luc Oyubi. Le récit de Dan Mbiga, image Fabrice Lembumba. Tombée des rideaux sur les Jeux Olupi à Okonja. Après 3 ans d'éclipse, les Jeux Olupi ont été relancés cette année avec le concours du ministre Luc Oyubi. 2 semaines durant, les jeunes du département de la CB Bricolo viennent de s'occuper sainement et de renforcer ainsi leur unité par le biais des jeux de société, de cross-country et surtout du tournoi de football qui cette année a enregistré la participation de 5 équipes. Après les éliminatoires, les équipes de canton Mouniandi et Sebellouri se sont retrouvées en finale. Finale disputée en présence du ministre de l'économie, Luc Oyubi, fils de la contrée, du maire de la commune d'Okonja, Justin Elingui, et d'autres autorités locales. Une demi-heure de jeu durant, la rencontre reste équilibrée. Il a fallu donc attendre la 35e minute pour voir Openda Hervé de l'équipe de Mouniandi ouvrir le score de la tête suite à une action anodine. La mi-temps intervient sur ce score d'1-0 pour Mouniandi. À la reprise, les débats s'équilibrent jusqu'à la 49e minute à la suite d'un mouvement d'ensemble de l'attaque de la sélection de Sebellouri. Lumba Arnaud, d'un tir croisé, obtient l'égalisation. C'est sur ce score de parité d'1 partout que Yabina Serge, le référé central, siffle la fin du match. Il a fallu passer à l'épreuve de tir au but. C'est jusqu'au bout de la nuit, au bout du suspense, que l'équipe de Sebellouri remporte cette partie par 7 tirs au but réussis contre 6. Le trophée a été remis par le ministre Luc Oyubi. Le sentiment de M. Eyebe Lendoy, initiateur des Jeux Olupi. L'émergence, c'est ça. C'est être ensemble. C'est de sortir de l'ombre
c'est de faire en sorte que tout ce qui était dans l'ombre, comme je disais, puisse être autour de la lumière pour que les choses puissent avancer et que chacun apporte sa pierre pour le développement du département de la Sébé-Bricolo. Je ne peux que remercier vivement les différents sponsors, ceux qui nous accompagnent dans cette noble ambition, dans cette noble action, dans cette compétition qui fédère autour du ballon, parce que le slogan de ces Jeux, c'est l'amitié autour du sport, l'amitié dans le sport, l'unité autour du ballon. La finale de la Coupe Jules Ngoma dans sa 21e édition s'est jouée récemment à Mayumba, le chef-lieu du département de la Basse-Bagno, en présence des autorités locales de cette partie du pays. Bernard Pambo commente ce sujet. Les Lions de Matalila en rouge et Fouika Saint-Alice en bleu ciel, les deux finalistes de la Coupe Jules Ngoma, ont offert aux spectateurs un spectacle riche en émotions. Un public visiblement enthousiasmé et transporté par le match dont l'intensité s'est traduite par les talonnades, les crochets et les centres, sans oublier les autres dribbles mis en exergue par l'une ou l'autre des équipes. Sous l'arbitrage de Ismaël Kakpo, les garçons de Matalila ont confirmé leur suprématie en sortant leurs griffes, saignant au passage ceux de Saint-Alice à travers la marque de l'unique but de la rencontre. Un ballon dans les filets, une victoire pour les Lions de Matalila qui, au terme des 90 minutes de jeu, ont exprimé leur satisfaction par le biais du capitaine du groupe. Pour nous, ça nous fait très plaisir de prendre ça pour la troisième fois consécutive, parce que c'est ce qu'on voulait, et de garder le trophée. C'était bon. C'est vrai, le match était très dur pour nous. Et devant nous, on avait une grande équipe, Stade Fouika, et que malheureusement que le match puisse s'achever ces gens je suis très content. Le député du Parti démocratique gabonais au deuxième siège du département de la Basse-Bagno, Angélique Ngoma, marraine du tournoi de football, s'est réjouie quant à elle du déroulement de la compétition. 3 semaines, les 7 équipes engagées dans la 21e édition de la Coupe Jules Ngoma ont donné le meilleur d'elles-mêmes. Aujourd'hui, c'était le sacre, le couronnement. Nous avons tous vu, nous avons tous entendu, et comme on dit chez nous, Issa Fouri. Après ces quelques mots de réjouissance, la marraine du tournoi a procédé à la distribution des prix aux vainqueurs, instant solennel de partage au cours duquel elle a pris rendez-vous avec les Ninois pour la 22e édition de cette compétition prévue se tenir au mois d'août 2013. Après les cadets, la 18e édition du championnat d'Afrique des nations de handball masculin junior a eu lieu récemment au Palais des Sports de Treichville à Abidjan en présence de Nancy Pagna. 5 places au championnat du monde junior de handball de 2013. Les Panteros dans la poule A débutent par une victoire sur les Ivoiriens 24 à 12. La suite est 2 défaites successivement contre l'Angola et la Tunisie. Vainqueurs des Maliens 34 à 25, les Gabonais offrent une prestation moyenne entre facilité et erreur face à des adversaires plus faibles. Le même constat, une défense passive, jusque-là décriée. Ce dernier succès permet aux Panteros de jouer le match de classement pour la 5e place qualificative pour le mondial. L'adversaire n'est pas encore connu, mais les Gabonais promettent de se donner à fond. Ce sera contre l'Algérie, un adversaire sorti 3e de la poule la plus difficile de cette compétition. Les Panteros vont manquer de détermination et céder face aux Algériens. Pas de mondial pour Yorick Obiang et ses coéquipiers. La déception est grande. Bon, ce qui nous manquait, c'était vraiment la détermination et la volonté, étant donné qu'il y avait beaucoup de pertes de balles du côté adversaire où on n'a pas su en profiter. Et face à face aux gardiens, peut-être 7 à 6, 7 mètres ratés. Voilà, je ne comprends pas, face à nos tireurs habituellement efficaces aux entraînements et d'autres matchs, peut-être vu l'envergure et l'importance capitale du match, où ils n'ont pas vraiment assuré. La finale de cette 18e édition du championnat d'Afrique des nations juniors est remportée par la Tunisie 41 à 25 devant le Congo. À noter dans votre agenda la sortie du tout nouveau film d'un jeune producteur gabonais, Dan Mouélé. Le film s'intitule Itana Jacques 1.
27. C'est l'histoire d'une jeune orpheline maltraitée par sa tante et le mari de cette dernière. Je ne vous en dirai pas plus. Le film sera projeté ce jeudi 6 septembre 2012 à 18h30 au cinéma Le Comont. Et puis, dans nos programmes ce soir et magazines proposés par la presse de la primature sur le récent séjour du Premier ministre chef du gouvernement Addis Abeba en Éthiopie, Raymond Sima a représenté le chef de l'État Ali Bongo Ondimba aux obsèques du Premier ministre Meles Zenawi. Merci pour votre attention. L'information en continu sur Gabon Télévision. À demain, 20h.